Dès que les hommes quittèrent le stade tribal pour se constituer en État, cité ou nation, la vengeance privée disparut au profit d'une répression sociale. L'État édictera des lois destinées à protéger les individus et leur transgression entraînera souvent la mort dans des cas bien définis. Depuis le Code d'Hammurabi, 1700 ans avant le Christ, les moyens utilisés par les collectivités humaines au cours des âges pour se protéger des criminels n'ont pas beaucoup varié. Souvent, en affirmant son autorité, l'État poussera très loin son souci de préserver l'ordre public. Au crime tout court, l'État ajoutera, et cela depuis la plus haute antiquité, le crime de lèse-majesté et le crime politique. La religion étant le ciment de l'unité nationale, l'État sanctionnera très sévèrement toute atteinte à la loi religieuse, souvent par la perte de la vie. Il y a un exemple éclatant de condamnation à la fois politique et religieuse, celle du Christ. Considéré comme hérétique par le Sanhédrin de Jérusalem, le Christ doit mourir. Mais dans la Judée placée sous la juridiction romaine, le seul crime que l'on peut imputer au Christ pour entraîner sa mort est le crime de lèse-majesté. Aussi, devant Pilate, le grand prêtre du temple fait-il accuser Jésus de s'être proclamé roi des Juifs. Et quiconque se fait roi se déclare contre César, affirment les accusateurs. C'est donc un ennemi de l'empereur que Pilate fait crucifier. En Europe, jusqu'au XVIIIe siècle, l'administration de la peine capitale rivalisait en cruauté. L'expiation était lente, horrible, humiliante, atrocement douloureuse. En France, la suppression de la barbarie dans les exécutions date approximativement de la Révolution française. Le 31 mai 91, un projet de suppression de la peine de mort est refusé à l'Assemblée constituante, où Robespierre, qui compte parmi les plus ardents avocats de l'abolition, déclare que la peine de mort n'est pas la plus réprimante des peines et qu'elle multiplie les crimes beaucoup plus qu'elle les prévient. Bien avant la discussion du Code pénal, le 1er décembre 1789, le docteur Guillotin avait entretenu l'Assemblée d'une machine nouvelle avec laquelle il affirmait pouvoir faire sauter la tête d'un condamné en un clin d'œil sans la moindre souffrance. Par la suite, l'Assemblée hésita entre la potence, le garrot encore appliqué en Espagne, et la décollation. Les deux premières peines paraissant plus longues et cruelles, c'est finalement l'appareil suggéré par le docteur Guillotin qui fut choisi. Et, le 25 avril 1792, la guillotine entrait pour la première fois en action place de Grève. Les exécutions avaient lieu publiquement pour assurer la valeur exemplaire de la peine de mort. C'est en juin 1939, devant la prison de Saint-Pierre à Versailles, qu'eut lieu l'exécution de Wedman en place publique. Ce fut la dernière du genre. Toute une foule, en majorité composée de femmes, frémissait, se bousculait autour de la guillotine pour mieux voir mourir le ténébreux assassin. Le lendemain, la France frémit d'horreur devant cette photographie et le gouvernement prit la décision de supprimer définitivement ce spectacle morbide. Depuis, les exécutions ont lieu à l'intérieur des prisons. Entre 1950 et 1970, il a été procédé en France à 57 exécutions capitales, dont certaines comme celle de Jacques Fetch en 1957, qui tua un gardien de la paix et qui, selon son aumônier, mourut comme un saint, relancèrent dans la presse le débat toujours latent sur la peine de mort. En 1969, Jean-Laurent Olivier périssait sur l'échafaud dans la cour de la prison d'Amiens. Il avait, le 17 juin 67, étranglé et violé une fillette de 11 ans et tué son frère âgé de 10 ans. L'exécution d'Olivier marque une date dans la peine de mort en France. Il est jusqu'à ce jour le dernier criminel à avoir été guillotiné. Depuis cette date, les condamnations à mort ont été commuées en prison à vie par le président de la République. En Europe occidentale, la France est avec l'Espagne le seul pays à pratiquer la peine de mort pour les crimes de droit commun. Il reste le problème de la peine de remplacement à la peine capitale dans l'éventualité de l'abolition. C'est un faux problème, dit Robert Badinter, si on le visage seulement sous l'angle de l'exemplarité de la terreur, comme actuellement la peine de mort. Alors on se dit, elle fait peur. Elle est horrible, donc elle fait peur. Par conséquent, elle est dissuasive et elle est utile. Et alors le raisonnement se poursuit. Si on l'abolit, il faut qu'on trouve quelque chose qui terrorise de la même façon. Et alors inévitablement, on est amené à inventer une forme de peine qui terrorise l'honnête homme. Et on retombe exactement dans les mêmes erreurs qu'à propos de la peine de mort. Alors, je ne peux pas croire qu'il y ait une espèce de confusion, de manipulation. Je dis simplement, c'est la constante dérive. Et c'est parti de l'idée que ce qui est important dans la peine de mort, c'est son pouvoir de dissuasion. Or, nous savons que ça n'est pas vrai. Et on veut de la même façon rétablir une peine qui soit dissuasive, et on se percevra à l'usage que ça n'est pas vrai. Alors le problème de la sécurité des Français, lui, passe évidemment par une réflexion et des solutions autres, mais une réflexion d'ensemble et des solutions qui devraient être comprises.
Ça, c'est là le véritable objet du débat. On vit sur les données d'un code pénal qui remonte à Napoléon Ier. Vous vous rendez compte? Mais il y a aussi un deuxième argument en faveur de la peine de mort. C'est ce que j'appellerais le prix du sang. Certains appellent ça la vengeance, d'autres disent la punition. Oui, mais ça existe, le talion. Oui, le talion, c'est-à-dire le vieil instinct de mort chez celui qui d'un seul coup est soulevé par la passion de ce que l'on appelle la justice immédiate. Oui, ça c'est une angoisse humaine formidable. Et c'est en effet l'exorcisme. Mais ça, c'est ce dont précisément une justice comme la nôtre s'est libérée. Et vous savez, nous ne sommes pas différents des autres. Je veux dire, nous appartenons à une civilisation commune, nous Français, au sein de l'Europe occidentale. À l'heure actuelle, nous sommes les derniers. Pourquoi ? Il y a, depuis avant-hier, nous en parlions déjà hier, 6 condamnés à mort dans les prisons françaises. 6 condamnations à mort en 6 mois, ce qui repose bien sûr le problème de la peine de mort. Invité du crible de Daniel Grand-Clément ce matin, Maître Badinter, qui est lui partisan, vous le savez, de l'abolition de la peine capitale. Ça, Maître Badinter, qui aussi va sans doute plaider, enfin s'il y a cassation, les dossiers des 4 premiers condamnés à mort. Vous êtes donc l'un des plus acharnés défenseurs de l'abolition de la peine de mort. Vous sembliez finalement avoir convaincu pas mal de gens il y a quelques mois, puis tout d'un coup on a l'impression que l'on assiste à un échec complet de vos thèses. Pourquoi? Écoutez, le soir du verdict de l'affaire Patrick Henry, les journalistes m'interrogeaient et me disaient alors c'est fini la peine de mort, on ne te condamnera plus à mort. Et je répondais en disant pas du tout, l'abolition est certaine, mais avant que l'abolition soit acquise, il y aura encore des condamnations à mort et peut-être des exécutions. Oui, mais là c'est tout à fait étonnant. Alors, je répondrai de la même façon. Ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui des condamnations à mort que nous n'aurons pas moins l'abolition demain. Le vrai problème, c'est pourquoi est-ce qu'en ce moment, depuis 6 mois, nous assistons à un durcissement évident de la répression. Et je crois que c'est très facile à expliquer. Entre le mois de mars de l'année dernière et le mois de septembre, la période octobre, la période à laquelle commence cette vague, vous avez eu la discussion du projet Sécurité et Liberté. Et pendant des mois, on a expliqué aux Français, à grand renfort d'images sur la télévision, vous vous rappelez, le petit bonhomme, le petit délinquant qui devenait énorme, qu'ils étaient constamment menacés dans leur sécurité, dans leur vie. Bon, on leur a aussi expliqué ce qu'était exactement cette loi, ici en particulier, avec des gens qui n'étaient pas pour cette loi. Oui, dont moi. Mais je ne parle pas là des dispositions de la loi que j'ai combattues et je continuerai à combattre. Je parle simplement de la façon dont on l'a présentée. Il y a eu un amalgame qui est tout à fait significatif et qui est tout à fait détestable. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les chiffres de la criminalité tels qu'ils sont, il n'est pas douteux qu'en ce qui concerne la moyenne délinquance, eh bien vous avez une augmentation et je dirais que nous baignons véritablement dans une société dans laquelle la délinquance est considérable. Ben, j'ai regardé les chiffres avant de venir. En 1979, nous avons atteint 1 210 000 vols sans violence, 202 000 vols d'automobiles par an, 250 000 vols de 2 roues, 230 000, bref, une délinquance moyenne et petite considérable. Alors, cela crée angoisse, exaspération, sentiment d'insécurité. Mais si vous regardez la zone de la grande criminalité sanglante de profit, c'est-à-dire celle qui est directement concernée avec le problème de la peine de mort, ce que l'on n'a jamais dit aux Français, c'est que depuis 1977, en ce qui concerne les meurtres crapuleux, c'est-à-dire les plus odieux, ceux à propos desquels on parle de peine de mort comme menace dissuasive, non seulement ils n'ont pas augmenté, mais ils ont diminué. Vous prenez une toute petite partie, parce que moi aussi j'ai regardé le même livre que vous d'ailleurs, c'est-à-dire rapport de la grande criminalité en France, et là je m'aperçois que la grande criminalité, c'est-à-dire tous les hold-up, les vols à main armée, les vols avec violence, tout ça a augmenté de 78 à 79, plus 9%, et on peut prendre tous les actes à main armée ou avec armes, et à chaque fois c'est augmenté. On va pas s'y livrer une bataille de chiffres. Mais on se regarderait, je voudrais simplement remarquer qu'entre 1977, le moment auquel a été publié le rapport Perfit, et 1979, le nombre des hold-up que vous évoquez, et qui sont détestables, était 1581, il est tombé à 1231. Oui, mais enfin, 79, ça remonte, c'est vrai pour les... non, mais de 67, mais ne faisons pas cela. Disons simplement que, encore une fois, quand il s'agit de peine de mort, puisque c'est d'elle dont il est question. Il ne peut pas être question de peine de mort pour celui qui fait un braquage simple, tout le monde le sait dans les cours d'assises. Cela concerne exclusivement le grand criminel, le profit. Or là, vous avez précisément une diminution. C'est un fait, et c'est d'autant plus important que, je le rappelle, en 77, M. Perfit lui-même prônait l'abolition de la peine de mort. Maître, qu'est-ce qu'il faut? Actuellement, les jurés dépassent presque systématiquement les recommandations du ministère public. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce qu'il y a une nouvelle réforme à apporter au système des jurés? Et alors, sur ce point, je crois qu'il y a 2 observations rapides à faire.
Très brièvement. En ce qui concerne la cause de cette réaction, je l'ai expliqué, c'est parce qu'on les entretient dans un climat général d'insécurité. Deux, mais il y a quelque chose de plus utile qui pourrait être fait. Depuis très longtemps, je pense qu'avant le début de chaque session d'assises, les jurés qui arrivent pour avoir les responsabilités les plus lourdes qu'on puisse avoir, devraient se voir renseignés par le président, l'avocat général, l'avocat, au cours d'un séminaire d'initiation à ce qui est à la fois la responsabilité qui va être la leur, la façon dont les choses vont se dérouler et les données actuelles de la criminalité, qu'ils se renseignent, qu'ils viennent là informer autrement qu'on ne le fait, c'est-à-dire par le récit des faits divers. Vous comprenez? Moins de sensibilité et plus de connaissance des choses. Vous allez le proposer officiellement, vous allez essayer de faire quelque chose pour que ce soit adopté? Je n'ai jamais cessé de le demander, j'aurai à toute occasion le plaisir de le faire. Je le dis encore une fois, quand on assume de telles responsabilités, la moindre des choses est d'initier ceux qui auront à les assumer à ce que seront ces difficiles fonctions. Dernier dossier que nous ouvrirons aujourd'hui, celui de la peine de mort, car l'élection d'un président socialiste change bien des choses en la matière. Réécoutez tout d'abord sa position telle qu'il l'exprimait dans Carte sur table. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des églises, l'Église catholique, les églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales. Dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrages aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Pierre Alain, vous êtes avec nous en direct de l'Élysée avec M. Badinter. Oui. La changer. Oui, Daniel Bilalian, le garde des Sceaux a bien voulu accepter de répondre à nos questions en direct. Alors d'abord, Monsieur le Ministre, quel est le contenu de ce projet de loi qui vient d'être adopté par le Conseil des ministres? Est-ce que la peine de mort est purement et simplement abolie? Oui, le texte est d'une très grande concision. Article 1er, la peine de mort est abolie. Article 2, dans le code pénal et dans le code de justice militaire, au mot peine de mort sont substitués les mots réclusion criminelle à perpétuité ou détention criminelle à perpétuité. Puis un certain nombre d'articles qui doivent disparaître du code, ceux qui évidemment tenaient aux conditions d'exécution par la guillotine. Vous employez le mot substituer, cela ne veut pas dire pour autant qu'il y a une peine de substitution à la peine capitale. Non, il y a simplement l'abolition et par voie de conséquence, la réclusion criminelle à perpétuité devient ce qui est la peine la plus forte du droit français lorsque le Parlement en aura décidé ainsi. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous allez à l'encontre de l'opinion actuellement en proposant ce texte au Parlement vraisemblablement à la mi-septembre? Le croyez-vous? Vous avez une situation dans laquelle, à 2 reprises, il y a eu des élections. Le président de la République s'est prononcé très clairement en faveur de l'abolition. Les Français l'ont élu. Puis une majorité de gauche l'a emporté aux élections. Dans le programme de cette majorité était inscrit en clair l'abolition de la peine de mort. Par conséquent, il ne peut y avoir là aucune surprise. Cela fait partie des engagements qui ont été contractés par le président de la République à l'égard du pays et par la majorité parlementaire. Dans ces conditions, eh bien, ce que l'on met en œuvre, c'est simplement ce que la volonté populaire a ratifié. Ce n'est pas dissociable de l'ensemble. On a parlé de référendum, vous savez comme moi que ça n'est pas possible dans le cadre de la Constitution. C'est au Parlement élu maintenant de se prononcer. Il appartenait au gouvernement, conformément à ce qui avait été la volonté clairement exprimée du président de la République, de le saisir du projet de loi portant abolition de la peine de mort. Bien, alors monsieur Toubon est notre invité aujourd'hui, monsieur Badinter. Est-ce que monsieur Toubon, vous avez une question à poser à monsieur Badinter? Écoutez, monsieur Bilalian, je ne veux pas engager avec le garde des Sceaux une discussion que nous aurons sans aucun doute à l'Assemblée, et notamment, je pense, dès la semaine prochaine ou dans quelques jours à la Commission des lois, où je pense le garde des Sceaux viendra
exposer son projet. Je crois que ce n'est pas le lieu ici. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une question de conscience. Le gouvernement a pris ses responsabilités. C'est maintenant à tous les parlementaires de la majorité de l'opposition de prendre les leurs. Bien, en tout cas, M. Badinter, vous savez que les questions ne manqueront pas, en tout cas. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être resté avec nous quelques instants en direct. Merci beaucoup. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Bonsoir, il était 3h30 cet après-midi quand le garde des Sceaux, Robert Badinter, a donc prononcé cette phrase qui rejoindra sans doute les grands moments et les grands débats des élus du peuple. Qu'on soit pour ou contre la peine de mort, il est certain que ce 17 septembre 81 marquera une date. Voilà près de 3/4 de siècle que les députés ne s'étaient saisis d'un projet de loi portant sur l'abolition de la peine de mort. C'était le fameux débat de 1908 entre Jaurès et Barrès. Entre-temps, nombreux furent ceux à batailler pour supprimer la guillotine en France, à gauche et à droite. Et face à une opinion hostile, François Mitterrand, pendant la campagne, il y a 6 mois, avait répété son hostilité à la peine capitale. Et c'est d'ailleurs l'un des plus farouches avocats de l'abolitionnisme qui l'a placé au ministère de la Justice et qui se retrouvait donc cet après-midi devant les députés. Je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. Il n'en est rien. Le pays a élu une majorité de gauche dans le programme de laquelle figurait cette disposition. Ce faisant, le pays, en connaissance de cause, savait qu'il approuvait un programme législatif dans lequel se trouvait inscrit au premier rang des obligations morales l'abolition de la peine de mort. À cet instant, lorsque vous la voterez, c'est ce pacte solennel, celui qui lie l'élu au pays, celui qui fait que le premier devoir de l'élu est le respect de l'engagement pris avec ceux qui l'ont choisi. C'est cette démarche-là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre. Robert Badinter a ensuite écarté l'idée d'un référendum, se référant d'ailleurs au général de Gaulle qui était hostile en la matière. Et puis il a réfuté l'argument le plus utilisé par les partisans de la peine de mort, à savoir la peur peut dissuader les criminels. Il n'a jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Et puisque vous avez prononcé tout à l'heure le nom de 2 condamnés à mort et de 2 exécutés, je vous dirai pourquoi. Est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui à Troyes criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice « À mort Buffet, à mort Bontemps !» se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier, la valeur dissuasive de la peine de mort. Le garde des Sceaux a demandé qu'il n'y ait pas d'amendement à son texte, pas de restriction, par exemple, pas de peine de substitution. Et puis il s'est adressé à ceux qui trouvent que décidément, dans ce genre de cas de conscience, on a trop souvent tendance à oublier les victimes. La mort et la souffrance des victimes, ce terrible malheur,
la mort et la souffrance des victimes pour le partisan de la peine de mort. Appelle comme une contrepartie nécessaire, impérative, une autre mort et une autre souffrance. À défaut, disait un ministre de la Justice récent, l'angoisse et la passion nées dans la société par le crime ne seraient pas apaisées. Cela s'appelle, je crois, le sacrifice expiatoire. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Eh bien, arrivé à cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Et quant à la justice, aussi prudente soit-elle, aussi mesurée, angoissée que soient les femmes et les hommes qui jugent, rien ne peut changer que cette justice soit humaine et par conséquent faillible. Alors après cette plaidoirie passionnée, une petite déception pour tous ceux qui pensaient que le débat en valait la peine. Les députés n'étaient pas tous présents, loin de là. En revanche, une affluence record dans les tribunes du public et aux abords du Palais Bourbon. Le reportage sur place de Daniel Brem et de Jean-Louis Le Senne. C'était sans doute l'occasion cet après-midi pour Robert Badinter de faire la plaidoirie dont il rêvait depuis longtemps. Sa meilleure plaidoirie selon ses conseillers au ministère de la Justice. Mais pendant ce temps, à l'extérieur, le public invité attendait de pouvoir pénétrer dans l'hémicycle, un public partagé, plus partagé que les sondages veulent bien le dire ou le laisser croire. Je suis pour la peine de mort si ça me touchait de près. À froid, non, effectivement, c'est pas très sain. Mais par contre, je suis pour un débat sur la peine de mort, alors que les gens qui tuent n'en débattent pas tellement. Et je suis contre les critères d'appréciation de la peine de mort. Le crime particulièrement horrible, tous les crimes sont horribles à mon avis. Par exemple, un crime d'agent de police, c'est aussi horrible qu'un crime d'une personne privée. Je vois pas pourquoi il y aurait une peine de mort pour celui qui tue un agent de police et pas pour celui qui tue une grand-mère pour lui piquer son sac. Moi je trouve qu'on ne condamne pas suffisamment les assassins, tels qu'ils soient. Donc vous êtes pour le maintien de la peine de mort? Oui, parce qu'on les condamne à 25 ans, 30 ans, et au bout de 15 ans, 20 ans, ils sortent. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme peine de remplacement, personnellement? La prison à vie? En fait, qu'est-ce que c'est l'emprisonnement? Quelle est sa véritable valeur? Est-ce que c'est pour punir les gens? Ou est-ce que c'est pour les faire changer? Est-ce que c'est pour leur permettre de se réintroduire dans la société? Je crois que c'est toute la valeur de l'emprisonnement, alors qu'il faut voir, si on met les gens en prison pour les punir, je sais pas, ça a la même valeur que priver de décès un petit garçon à la limite. Résultat, à l'intérieur, les tribunes du public étaient combles. Pour entendre le garde des Sceaux, bien sûr, pour écouter aussi le député qui allait, au nom de l'UDF, demander l'irrecevabilité du projet de loi dans une question préalable. En fait, Pascal Clément, c'est le nom du député en question, souhaitait voir appliquer la procédure du référendum pour ce problème précis de la peine de mort. Pourquoi tant de précipitation à déposer ce projet, puisque le candidat François Mitterrand avait courageusement dit du reste, lors de sa campagne électorale, qu'il exercerait systématiquement son droit de grâce s'il était élu. Il est une autre raison qui me pousse à exprimer ici ma conviction que nous ne pouvons délibérer valablement. C'est la certitude que l'abolition de la peine de mort ne peut être envisagée que dans le cadre
d'une refonte du code pénal et un réexamen de l'échelle des peines. Et c'est la vraie question qui sera posée tout au long de ce débat, celle de la peine de substitution. Chaque député de l'opposition, RPR ou UDF, ayant la liberté de vote dans ce débat, c'est paradoxalement un RPR, Philippe Séguin, qui a répondu à M. Clément. Ce serait bloquer le débat que de le ramener au niveau de nos émotions. À l'horreur de l'échafaud répondra toujours celle des crimes qui y conduisent. Mes chers collègues, la querelle sur l'abolition, et je rejoins sur ce point M. Clément, doit se situer sur le terrain pratique de la politique pénale, ou bien elle ne sera qu'un faux débat. Et justement, nous devons constater que si l'opinion demeure majoritairement favorable à la peine de mort, c'est parce qu'elle attend que le châtiment suprême joue un rôle qu'il ne peut pas ou qu'il ne peut plus jouer. Nous devons l'expliquer à l'opinion, tout en prenant acte, bien sûr, de sa volonté de sécurité. Après une suspension de 30 minutes à la demande du groupe socialiste, le président de la commission des lois, Raymond Forny, a demandé que la révision du code pénal envisagée soit effective avant un an. Le garde des Sceaux, qui souhaitait un répit de 2 ou 3 ans, n'a pas encore répondu à cette requête. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est fait, la guillotine est hors la loi en France, la peine de mort est abolie. L'Assemblée nationale a voté en première lecture le projet de loi que lui avait présenté le ministre de la Justice, Robert Badinter. Ce vote historique a eu lieu à 18h30, regardez. Personne ne demande plus à voter. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin sur l'article 1er, qui, je le rappelle, était ainsi libellé. La peine de mort est abolie. Nombre de votants, 487. Suffrages exprimés, 482. Majorité absolue, 242. Pour, 369. Contre, 116. L'Assemblée nationale a adopté. Il y a 100 ans, jour pour jour, mourait Victor Hugo. L'écrivain, poète et homme politique pensait que le vendredi était un jour néfaste. Il est mort le vendredi 22 mai 1885. L'Assemblée de l'époque, dans laquelle il ne comptait pas que des amis, lui a voté pourtant à l'unanimité, moins 2 voix quand même, des funérailles nationales. Aujourd'hui, un hommage lui est rendu dans de nombreux pays du monde, comme la Chine et le Vietnam. À Paris, le Sénat a honoré sa mémoire, et ce soir, le garde des Sceaux, Robert Badinter, est redevenu avocat pour plaider en faveur d'un homme de liberté. C'est en 1848 à la Constituante, grand débat qui commence sur la peine de mort, et Hugo monte à la tribune et s'exclame « Le XVIIIe siècle a aboli la torture, le XIXe siècle abolira sûrement la peine de mort ». Vous voyez, il ne s'est trompé que d'un siècle. Et le XXIe siècle, alors, abolira quoi, à votre avis? Écoutez, peut-être il introduira une autre idée de la peine. Mais là, vous me permettrez de n'en dire plus. Le garde des Sceaux prononçait ce soir à la Sorbonne un hommage à Victor Hugo. On se souvient que pendant son procès en 1977, Patrick Henry n'avait sauvé sa tête que grâce à l'intervention de ses avocats, dont maître Robert Badinter. Il avait fait, Robert Badinter, de ce procès un vrai plaidoyer contre la peine de mort et les jurés l'avaient suivi. Aujourd'hui encore, Robert Badinter, interrogé par Yasmina Farber, se souvient. Quand j'ai appris sa libération conditionnelle, je me suis souvenu de ses dernières paroles à la cour d'assises. Le président venait de lire la décision, une stupéfaction, une émotion immense. Tous croyaient, ou presque, qu'il serait condamné à mort, donc le fait qu'il n'ait pas été suscité des mouvements passionnés. Puis l'ordre s'est rétabli, et le président lui a dit, Patrick Henry, la Cour a fait preuve à votre égard d'une grande mansuétude. Souvenez-vous-en et soyez-en digne. Et Patrick Henry, qui avait beaucoup de mal à parler, a dit en réponse, une voix blanche, entend encore, je vous remercie, vous n'aurez pas à le regretter.
Et c'est cet engagement-là, je pense, qu'il a tenu au long du quart de siècle écoulé. Et c'est ça qui a amené la libération conditionnelle. Il a tenu sa parole.